L'autre jour, je surprends deux gars là, qui étaient en train de parler des feux de forêt à Los Angeles. Fait que là, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, t'as-tu vu ça? Ça brûle des quartiers complets. C'est effrayant, là. Puis tu vois ça à la télé, là, le monde porte des masques tellement que l'air est pollué par ces feux de forêt. Puis l'autre de répondre, nous autres aussi, on pollue l'air lorsque les gens chauffent au bois. Et là, moi, j'ai dit, hey, wow, les gars, un instant. Ce n'est pas comparable. C'est comme si je vous disais qu'une souris et un éléphant, c'est la même chose. Ben oui, ils ont quatre pattes. Bon, après cet argument, j'ai quitté les lieux parce que là, je me suis dit, je m'embarque dans quelque chose, là. Donc, pour vous, je vous explique. La position géographique de la Californie, là, ça s'étend là, entre le 32e et le 42e parallèle nord. C'est juste au-dessus du Mexique. Pour ce qui est de Los Angeles, sa position est sur le 34e parallèle nord, ce qui lui donne un régime là, méditerranéen dans une zone subtropicale désertique au climat aride ou semi-aride. Bon, certains vont me dire, OK, mais ça mange quoi en hiver? Pour le moment, rien. En d'autres mots, à Los Angeles, il fait chaud et c'est archi sec. Pour mieux vous situer, le 34e parallèle nord, là, il traverse l'Espagne, la Grèce, le Maroc et son désert du Sahara, Israël, l'Iran et son désert du Lutte, où les températures de l'air ont déjà été enregistrées là, entre 45 et 55 degrés Celsius, avec une température du sol aussi enregistrée à 80,8 degrés Celsius. Plus près de nous, avoisinant Los Angeles, on a une partie du Texas, le Grand Canyon en Arizona, le désert du Sonora au Mexique et en Californie même, on retrouve la vallée de la mort, où les températures records mondiales de l'air ont été enregistrées à 56 degrés Celsius en 1972. Et on a déjà eu une température de sol à 93,9 degrés Celsius. Il y en a même qui s'amusent à faire cuire des œufs là, sur l'asphalte. La topographie de Los Angeles est assez spéciale. Los Angeles est entouré par des montagnes, des plaines et des plages le long de la côte du Pacifique. C'est un des rares endroits où tu peux faire du ski et te baigner la même journée. Les conditions météorologiques, soleil, peu de pluie, une grande sécheresse. Mais voici ce que ça mange en hiver. Lorsqu'un anticyclone s'installe, bien le vent prend son origine dans les régions désertiques de l'intérieur de la Californie. Ce vent est forcé de descendre d'une région qui est plus haute en altitude vers une région qui est plus basse en altitude, la côte californienne. En descendant, l'air se comprime et se réchauffe. Cela rend le vent chaud, sec et parfois extrêmement violent. Et lorsque ces vents traversent les canyons, les vallées de la Californie du Sud, ils gagnent en vitesse, en intensité et en température, tout en asséchant la végétation sur son parcours. Ces fameux vents se nomment Diablo, au plus souvent Santa Ana. Selon certaines théories, Santa Ana serait une déformation du mot espagnol Santana, signifiant Satan, le vent du diable, en référence à son effet destructeur. Résultat, c'est une vingtaine de feux de forêt majeurs depuis 2003 et s'ajoute dans son palmarès une quinzaine de tremblements de terre depuis 1857. Mais qu'est-ce qui fait que Los Angeles soit si différent du Mexique, de l'Iran, du Maroc ou de tous les endroits qui sont situés sur le 34e parallèle nord? C'est son contraste avec les zones désertiques environnantes. Et quel est ce contraste? Sa végétation. Et oui, l'humain a décidé d'occuper le territoire, non seulement pour cultiver des arbres fruitiers,
mais aussi avec un développement urbain soutenu par une croissance constante depuis des décennies, et ce, malgré les avertissements de Dame Nature. Mais l'humain qui se croit supérieur à Dame Nature se dit qu'il est possible de contrer ce climat semi-aride par un système d'irrigation. C'est alors qu'il développe l'agriculture, des parcs et des jardins municipaux. Cette végétation urbaine est artificiellement renforcée grâce à une irrigation massive. Des quartiers résidentiels regorgent de palmiers, de pelouses et autres plantes exotiques qui souvent ne sont pas indigènes. Donc, en réponse à l'initiation des feux de forêt de la végétation indigène, tels que les chaparrales, créés par le vent chaud et sec, l'humain bâtit un mur coupe-feu et se croit à l'abri. Tellement qu'il continue le développement urbain près de ces zones coupe-feu, sans tenir compte du vent de Santana, qui peut souffler de façon continue à une vitesse moyenne de 35 km/h avec des rafales de 65, 95 et 110 km/h pendant plusieurs jours consécutifs, tels qu'une semaine de temps. Et même, on parle d'un record de 2 semaines. Mais l'effort humain ne réussit pas à empêcher ces feux de brûler cette belle végétation urbaine entourant les maisons de quartier. Sauf un seul a réussi jusqu'à présent, l'architecte Richard Meyer, avec son Getty Center. Et oui, entre 1989 et 1997, cet architecte construit un musée situé dans une zone à haut risque. En 1994, pendant les travaux, le bâtiment subit des dommages par un tremblement de terre qui a causé des dégâts, du retard et des remises en question. 6 mois et 50 millions de dollars plus tard, l'architecte avait renforcé la forteresse avec de l'acier à structure. Jusqu'à ce jour, le Getty Center a résisté à un feu surnommé Getty Fire en 2019. Le Getty Center est une forteresse imprenable par les incendies. Cette forteresse est composée d'un premier barrage de 300 000 blocs de roches calcaires qui résistent aux flammes. Elle a une structure de béton et d'acier contrairement aux autres bâtiments environnants avec une ossature de bois. Ses toits sont recouverts de pierres écrasées pour empêcher les braises portées par le vent d'y créer un foyer d'incendie. Sous son stationnement existe un immense réservoir d'eau souterrain contenant presque 4 millions de litres d'eau. Pour ce qui est de la ventilation et des locaux, l'intérieur du musée est conçu sous le principe d'un bâtiment sous-marinier avec entre autres une ventilation en circuit fermé lorsque nécessaire. À l'extérieur, sa végétation de ses jardins sont pourvus de plantes grasses et cactus pour résister aux flammes. En conclusion, Los Angeles est l'un des rares endroits situés sur le 34e parallèle nord où l'on trouve une végétation abondante. Mais ce qui le distingue véritablement, c'est le contraste frappant avec les zones arides environnantes, notamment les déserts qui sont si proches. Une végétation urbaine est cultivée et rendue possible grâce à un réseau complexe d'irrigation artificielle. Une biodiversité méditerranéenne unique, composée d'espèces de végétales et animales parfaitement adaptées au climat local, chaud et sec. Cependant, d'autres régions situées sur le 34e parallèle nord, comme certaines parties du Maroc, de la Méditerranée européenne ou de l'Asie orientale, présentent également une végétation abondante. Ces régions diffèrent néanmoins par leur paysage, leur type de végétation et l'influence des précipitations naturelles ou des pratiques humaines sur leur environnement. En somme, Los Angeles illustre comment des efforts humains et des conditions naturelles particulières peuvent transformer une région à risque en un lieu de biodiversité remarquable, mais non sans conséquences désastreuses. Ces transformations, combinées aux défis liés au climat local, comme des vents de Santana et des périodes de sécheresse prolongées, ont contribué à accroître la fréquence et l'intensité des incendies, menaçant à la fois la biodiversité et les zones habitées. En terminant, j'aimerais dire qu'on est loin du chauffage au bois en hiver. Là-bas, une ligne électrique met le feu. Une branche qui tombe sur un fil électrique met le feu à la région. Un outil avec une batterie au lithium défectueuse laissée par terre met le feu au village.
tu passes la tondeuse. La lame de ta tondeuse frotte une roche, crée une étincelle qui, elle, allume les brindilles qui, eux, mettent le feu à la ville. Donc, on est bien loin d'une simple flamme maîtrisée dans un poêle à bois.